Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La semaine du logement accompagné, c'est parti. L'UNAFO se mobilise jusqu'à vendredi pour vous proposer une vingtaine de temps d'échange. Vous serez un peu plus de 500 à nous suivre tout au long de cette semaine. Ça a commencé dès hier avec l'ouverture en compagnie de Jean-Paul Vaillant, le président de l'UNAFO, et Emmanuelle Vargon, la ministre du Logement. Et on continue donc ce matin. Vous êtes déjà plus de 200 à nous suivre là, actuellement, en ce moment, sachant que vous pourrez évidemment revoir l'intégralité de tous les échanges d'ici 48 heures avec les replays de toutes les conférences et échanges qui auront lieu durant cette semaine. Premiers échanges donc ce matin autour de la crise sanitaire. Le logement accompagné a continué et continue de démontrer son utilité sociale, mais il a dû faire preuve, et il fait preuve encore, d'adaptabilité, d'inventivité, d'agilité, certes dans une moindre mesure que lors du confinement de printemps, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez réussi en tout cas à poursuivre l'accompagnement sous d'autres formes afin d'entretenir ce précieux lien social. Il n'en reste pas moins que dans certaines structures, je pense par exemple aux pensions de famille, le confinement de printemps a déconstruit finalement ce qui se faisait tout au long de l'année, à savoir ces actions collectives qui permettent d'assurer la solidarité entre les résidents. Alors quels enseignements tirés de cette crise? Comment a-t-elle été vécue? Comment est-elle encore vécue sur le terrain? Comment le confinement met-il en lumière les inégalités de conditions de vie en matière de logement notamment? Eh bien pour échanger, trois intervenants avec nous ce matin que je vous présente tout de suite. Cynthia Fleury, bonjour. Bonjour. Philosophe et psychanalyste, professeur au CNAM. Vous avez publié 6J la mer, guérir du ressentiment chez Gallimard. Oui. C'est ça, très bien. Bienvenue Cynthia, merci beaucoup d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Arnaud Richard, directeur général de Coalia, bonjour Arnaud. Bonjour Jérôme. Et puis Marie-Apolline Barbara, bonjour, Bonjour. Marie-Apolline. Vous êtes économiste à la direction générale du Trésor et vous allez évoquer dans quelques minutes les résultats d'une étude menée sur les conséquences du confinement sur les inégalités de conditions de vie. Ce confinement, et en matière de logement notamment, on va surtout s'arrêter sur ce point de vue-là. Cynthia, vous connaissiez le secteur du logement accompagné avant d'être avec nous ce matin? Alors je le connais peu parce que je connais éventuellement la question du logement reliée en fait à mes problématiques, par exemple la question des appartements tremplins qui va venir se greffer sur la clinique du rétablissement, ou bien évidemment la question de l'aide à domicile, ou alors la question des environnements tocogènes. Vous savez comment on Tocogènes? peut... Oui, attendez, c'est-à-dire... précisez-moi. Alors comment on fait quand aujourd'hui on se déplace dans les appartements, notamment de ceux qui ont des TOC, et on essaye d'interroger le milieu tocogène dans lequel ils sont pour essayer de faire baisser tout simplement ces stimuli. Et donc on va travailler avec du design capacitaire pour accompagner tout simplement les pathologies un peu lourdes sur les questions de TOC. Donc voilà. Donc c'est par la bande, si j'ose dire, et puis par ailleurs, bien évidemment, comme chacun d'entre nous, c'est une question qui, bien évidemment, est absolument déterminante sur la question des inégalités socio-économiques. Les résidences sociales, les pensions de famille, les foyers de travailleurs migrants, ce sont des structures qui vous parlent en tout cas. Oui, tout à fait. Et effectivement l'accompagnement qu'elles nécessitent derrière. On va parler beaucoup du CARE, forcément, parce qu'il a été extrêmement valorisé ces derniers mois, il l'est peut-être un peu moins, on y reviendra. Cette notion de CARE, comment vous la définissez pour qu'on soit au clair sur les termes? Cette notion de care, je la définis comme rendre capacitaire autrui, de façon donc assez large, et puis tout le spectre du soin dans sa dimension très extensive, c'est-à-dire bien sûr la santé, l'aigu, jusqu'à l'ordinaire, mais aussi, c'est ce qu'on a vu, tous ceux qui assument un lien de proximité, un lien solidaire. Pour ma part, ils font partie de cette grande éthique du care et je dirais que la crise de la Covid a mis en lumière ce grand continuum des soins. Quand l'État a été défaillant dans sa... Encore une fois, ce n'est pas du tout pour stigmatiser l'État, hein, mais c'est pour dire que soudainement, voilà, qu'est-ce qui tenait? C'est l'État social. C'est l'État social. Et c'est l'éthique du care aussi. C'est quoi l'éthique du care? L'éthique du care, c'est-à-dire l'éthique des soignants qui, par ailleurs, l'éthos de leur métier, c'est-à-dire que dans une première phase, ça n'a échappé à personne, qu'ils n'étaient pas nécessairement protégés comme il fallait, qu'ils n'avaient pas les moyens, etc., etc. Et ils ont fait front, ils ont été là, et ça, c'est l'éthique du care. On a été quand même dans une société du care comme rarement auparavant. Depuis le mois de mars. Oui, en tout cas, aussi mise en visibilité, aussi reconnue symboliquement, oui. Alors après, la deuxième
question, c'est est-ce que on va avoir un moment de reconnaissance matérielle? Voilà, ça c'est un enjeu considérable. J'ai vu une expression d'un professeur que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Il disait, on n'est pas en guerre, contrairement à ce que nous a dit le président, mais nous sommes en guerre. Je trouvais ça plutôt pas mal. Mais oui, mais parce que si vous voulez, la vérité d'une guerre, c'est le fait de ne pas pouvoir communiquer, le fait de ne pas pouvoir partager des stratégies communes, le fait de considérer que autrui est une menace absolue, etc. Alors que là, la pandémie, c'est une gestion globale, ensemble, de coopération, de partage de l'information, de mutualisation des efforts pour la recherche scientifique. Donc c'est sensiblement différent, oui. Avec une valorisation, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, quand même de l'aigu, ce que vous appelez l'aigu, c'est-à-dire la réanimation et de l'urgence. Oui, c'est-à-dire que, voilà, alors... Encore une fois, hein, souvent l'aigu dans le CARE, il est de toute façon valorisé, il est considéré comme exceptionnel, vaillant, héroïque. Ouais. Et là, je pense que ce qui est important, c'est de faire tout le continuum, de montrer que précisément, c'est aussi en activant le moment ordinaire qu'on permettait éventuellement à l'aigu de ne pas être en saturation aussi, parce que ça aussi, la manière dont nous sommes confinés, c'est aussi, hein, et grandement, pour éviter aux soignants de l'aigu d'être, par exemple, dans de la priorisation, ce qui aurait été terrible. Je ne dis pas que ça n'a pas été le cas par des points ou autres, mais dans la majorité des cas, non. On essaiera d'extraire quelques points positifs tout à l'heure en fin de conférence, mais en tout cas, il y en a un qui est évident, c'est qu'on a redécouvert finalement que la santé, c'est un bien commun. Oui, je pense qu'on l'a redécouvert. Alors après, là aussi, il y a un grand débat sur... Est-ce que ça perdurera ? Alors, est-ce que ça perdurera et qu'est-ce que la santé ? Qu'est-ce que la santé au sens de, voilà, est-ce que c'est préserver la vie biologique à tout prix ? Est-ce que c'est préserver l'indivisibilité de la vie pour préserver la santé, donc c'est la vie au sens large du terme, pas là que aussi, la vie biologique. Pas que la vie biologique. Je pense que là aussi on est en train on a compris que c'était tout simplement la définition réelle de l'OMS, hein, qui, avec toutes les dimensions plurielles de la vie pour justement, tout simplement préserver la qualité de la vie, en tout cas en gestion démocratique de la pandémie. Arnaud Richard, juste avant de me poser une question, peut-être deux, trois réactions peut-être. Non, c'est toujours intéressant d'entendre un chercheur, un philosophe réfléchir sur ces sujets et puis voir le regard qui est celui de Cynthia Fleury. Je crois qu'elle a une prise de recul tout en étant beaucoup au contact des problématiques. Elle a fait le boulot aussi, hein, en étant au front contact aussi. Des soignants pendant Exactement, et ça c'est très satisfaisant pour un chercheur, je pense, hein, d'être en contact. Et c'est important pour nous, dans l'univers social, d'avoir des gens qui sont capables de prendre de la hauteur et de regarder les choses alors que nous sommes dans l'instant de la difficulté. C'est une vraie chance. Est-ce que vous avez eu ce sentiment, vos équipes, vos salariés, d'avoir été sous-valorisés, j'allais dire, pendant ces Alors nous, on a mois. une chance un peu forte, c'est que le président de la République est venu rendre hommage aux travailleurs sociaux dans un dispositif organisé par Coalia, et il y avait une volonté de l'État de rendre hommage au travail social. Donc on ne s'est pas posé cette question-là. Il y a eu peut-être ce ressentiment un tout petit peu, mais pas plus que ça. Il n'a pas duré. Et puis les travailleurs sociaux sont des gens qui sont des hommes et des femmes de devoir, et donc ils n'ont pas commencé à se poser de questions, ils ont fait le boulot, quoi, voilà. Le sentiment que j'ai eu, c'est que les salariés de Coalia ont fait face. C'est comme les soignants à l'hôpital. Voilà, pareil. exactement. Alors pas avec la dimension de l'aigu, mais enfin sûr. avec la dimension du travail social qui est lourde de conséquences. Et on fait exploser dans ces cas-là tous les protocoles peut-être ou oui, toutes les habitudes, les mauvaises, voilà. Et c'est vrai que c'est une belle aventure aussi, collective. Belle et peut-être pas appropriée à la situation, mais je le ressens comme ça. Ça a été une aventure humaine pour une entreprise associative comme Coalia. Et avec des rencontres et des personnes qui ont travaillé ensemble, qui se sont retrouvées autour d'une angoisse quand même partagée. On vous entendra d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'on a réalisé un film de 5-6 minutes. Vous le regarderez dans quelques instants et vous verrez un peu les témoignages, effectivement, dans certaines structures, de la façon dont a été vécu ce confinement et dont il est encore vécu maintenant. Je vais d'abord donner la parole à Marie-Apolline Barbara. Rebonjour. La Direction générale du Trésor a donc réalisé une étude dont les résultats ont été publiés en août dernier, qui analysait les inégalités de conditions de vie face au confinement, et les conditions de logement en sont évidemment l'illustration la plus manifeste. Vous allez donc nous présenter en 10 minutes, Marie-Apolline, les résultats de cette enquête, et puis on réagira avec Arnaud et Cynthia ensuite.
Allons-y. Donc, comme vous avez dit, dans notre étude, on a sélectionné 3 dimensions des inégalités de conditions de vie pendant le confinement, qui étaient le logement, mais aussi la situation familiale et les inégalités scolaires. Et en ce qui concerne le logement, on a retenu 3 aspects, qui sont donc les 3 aspects présentés. En premier lieu, la dimension du mal logement, la dimension aussi des inégalités ordinaires ou des inégalités entre logements ordinaires pendant le confinement, et enfin la dimension des résidences secondaires qui a un peu fait l'objet de bruit dans la sphère médiatique. En ce qui concerne le mal logement, selon les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre, il y aurait 4 millions de personnes qui seraient mal logées en France. 300 000 sans-abri. C'est ça. Chiffre, 900 000 qui vivraient en situation de surpeuplement accentué. Et dans un sens plus large, les difficultés de logement, qui sont définies par l'INSEE comme étant par exemple l'absence de chauffage, l'insalubrité du logement, donc le surpeuplement, le fait de faire face à des factures qu'on ne peut pas payer. Ces difficultés-là concernent en priorité des ménages qui ont des revenus plutôt faibles. Puisque, comme on le voit, 45% des ménages du quartile le plus bas de niveau de vie ont rencontré en 2014 et en 2017 des difficultés de logement, alors que ce n'est le cas que de 16% des ménages les plus riches. Ouais. Donc, en fait, c'est ça aussi qu'on a cherché à mettre en avant dans cette étude, c'est que les inégalités de conditions de vie recoupent très fortement les inégalités socio-économiques. Ouais. Donc, ce n'est pas un hasard que le mal-logement concerne les gens les plus pauvres et les plus défavorisés. Une population qui a aussi été un peu précaire, entre guillemets, en termes de conditions de vie pendant le confinement, c'est les étudiants, puisque la plupart d'entre eux ne disposent pas, voire même l'extrême majorité, ne disposent pas d'autres pièces pour s'isoler que leur propre chambre, donc ils se retrouvaient confinés dans des colocations ou dans des logements partagés, etc., où ils n'avaient pas forcément des bonnes conditions de vie. Au-delà des situations de mal-logement, ce qu'on a regardé, c'est les inégalités donc, entre logements ordinaires. La première dimension à laquelle on pense, évidemment, c'est la notion de superficie des logements, où là encore, on voit qu'il y a une dimension socio-économique qui est très marquée, puisque si on regarde la surface habitable moyenne des logements de ménages, de cadres, elle est de 120 mètres carrés, alors que pour les logements d'inactifs, d'ouvriers ou d'employés, elle est 60, la moitié, quoi. 1,5 ou 2 fois moins vaste. Donc, si on rapporte ça au nombre d'habitants, au nombre de personnes qui vivent dans le logement, ça fait une différence de 10 mètres carrés par personne entre les ménages les mieux lotis et les moins bien lotis. En Europe, en moyenne, on compte 72 mètres carrés par personne dans les ménages du décile le plus riche de revenus et 38 mètres carrés par personne pour les ménages du décile le plus pauvre. Donc ça, c'est une dimension qui était assez prégnante, même si, à contrario du fait que les cadres vivent plus souvent en milieu urbain, l'accès à un habitat individuel, donc à un jardin, potentiellement un espace extérieur, qui était assez crucial pendant le confinement, est plutôt le cas, en l'occurrence, d'ouvriers et d'employés ou de professions indépendantes, par rapport aux cadres et aux professions intermédiaires. Justement, donc, en termes d'espace extérieur, l'environnement du logement, l'environnement immédiat est aussi une dimension intéressante à regarder en termes d'inégalité. Donc là, le graphique montre les types de voisinage selon la composition du ménage, une fois encore. Donc les 3 couleurs grises les plus claires montrent des vues urbaines denses, c'est-à-dire immeubles de cité, habitat collectif, mélange d'immeubles et de maisons. Donc voilà, c'est beaucoup plus marqué tout à droite du graphique, c'est-à-dire chez les ménages d'inactifs, les ménages d'ouvriers, d'employés, etc., que chez les ménages de cadres. Et on sait aussi que dans les enquêtes, les personnes qui se plaignent le plus de bruit de voisinage, de nuisances, etc., sont des personnes issues de milieux modestes. Et enfin, le dernier point qui a fait du bruit justement parce qu'il y a eu un grand exode d'habitants de la région parisienne au moment de l'annonce du premier confinement. Alors même si dans les faits, selon l'INSEE, 33% seulement des gens qui sont partis de région parisienne étaient des Parisiens qui allaient rejoindre une résidence secondaire ou une résidence autre. Et le reste n'était pas du tout des gens issus, c'était des étudiants, des touristes étrangers, etc.
Il y a 3,3 millions de résidences secondaires en France. Et donc, ce qu'on voit sur ces graphiques, c'est que ce n'est pas l'apanage des Parisiens. En fait, le graphique représente la figure. Oui, vous pouvez nous le décrypter? Ouais. Chaque flèche relie donc un lieu de résidence principale à un lieu de résidence secondaire. Donc à gauche, c'est toutes les résidences secondaires en France dont les propriétaires habitent principalement à Paris ou en région parisienne. D'accord, donc parce qu'en fait ça part de Paris, c'est ça. Et on Donc voit à gauche, où vont les Parisiens. à gauche ça part de Paris, on voit où vont les Parisiens. Et donc selon l'intensité de la couleur de la flèche, il y a beaucoup ou pas. Donc les liens rouges, c'est là où il y a beaucoup de gens qui ont une résidence secondaire, donc par exemple dans le sud de la France, etc., en habitant principalement à Paris. Mais ce qu'on voit justement sur le graphique de droite, c'est tous les gens qui ont des résidences secondaires en habitant ailleurs de Paris. Et en fait, voilà, il y a des liens un peu partout. Dans toute la région Rhône-Alpes, il y a des gens qui habitent dans la région Rhône-Alpes et qui ont une résidence secondaire ailleurs, etc. Donc c'est pas qu'une affaire de Parisiens. En revanche, c'est quand même une affaire de gens plutôt aisés, puisque sur l'ensemble, donc ces 3,3 millions de résidences secondaires, 65% sont détenus par les ménages du quartile le plus riche, et seulement 15% par le premier et le deuxième quartile, réunis. Donc, c'est pas qu'une histoire de Parisiens, mais c'est quand même un peu une histoire de Parisiens. C'est une histoire de gens riches, et il y a beaucoup de gens riches chez les Parisiens. Oui, forcément, c'est une Donc, concentration de population. Donc voilà, c'était les différents aspects qu'on a présentés dans l'étude. Réflexion, Cynthia, Arnaud? Moi, c'est intéressant, mais je vous avoue que le propos qui est le mien est surtout de m'intéresser à ceux qui ne sont même pas en mal logement, mais qui sont en non-logement. Et là, on s'intéresse à un public qui a beau avoir des problématiques de vis-à-vis, de bruit, de chauffage, je vous l'accorde. C'est intéressant, mais dans cette crise, la difficulté qu'on a eue, et on l'a toujours, c'est ceux qui n'ont pas de logement du tout. Et donc là, on ne regarde pas les choses de la même manière. Et c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup... concentrer les pouvoirs publics, l'ensemble des acteurs associatifs du monde sanitaire et social pour mettre à l'abri celles et ceux qui n'avaient pas de logement, qui sont extrêmement nombreux. Les chiffres que vous évoquez, Jérôme, sont Stéphane, appelez-moi Stéphane. Jérôme, comme vous voulez. C'est comme Jérôme, vous pouvez changer. Excusez-moi, je suis toujours un problème avec les prénoms. Je m'habitue à tout. Non, mais c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé. Je comprends tout à fait que la Direction générale du Trésor soit penchée là-dessus en termes de prospective pour comprendre les comportements. Le propos qui a été l'autre, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre de manière exceptionnelle, hors du droit commun, hors de ce qui fait... C'était un éclairage parallèle, voilà. qu'on voulait apporter. Et là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Surtout qu'il y avait une notion d'exposition au risque sanitaire. Exactement. Qui était encore plus prégnante dans cette population. Exactement, oui, tout à fait. Cynthia, réflexion? Oui, alors bien évidemment, il y a la situation de ceux qui sont sans logement, mais tout de même, ceux qui... la situation est très plurielle, très différenciée. Donc c'est vrai que derrière le confinement, on avait des confinements, une pluralité de vulnérabilités fortes. On l'a vu d'ailleurs avec la question du télétravail, c'est-à-dire les conditions de travail qui étaient plus ou moins difficiles. On l'a vu avec la question des inégalités liées pour les enfants. Pareil, on l'a vu sur tous ceux qui étaient dans surpeuplement, exiguïté, la question des violences familiales qui n'est pas non plus totalement, qui est parfois très liée aussi. On a des graphiques qui se superposent entre mal logement aussi, pas que, c'est pas... Mais bref, on voit que cette question du logement, de la précarité énergétique, etc., c'est une question bien évidemment clé, oui. Effectivement, les sans-abri, il y a les logements insalubres, il y a plusieurs problématiques effectivement dans le logement. Quand Christophe Robert dit 300 000 sans-abri, c'est un chiffre qui correspond au réel. Christophe Robert, avec plaisir, je ne sais pas, j'espère qu'il a tort. Et que c'est moins. Oui, j'allais vous demander si c'était pas plus justement. C'est peut-être plus. En tout cas, je pense que pendant cette période, l'ensemble de la nation a fait beaucoup. Beaucoup. C'est jamais assez, c'est indéniable. Mais quand même, il y a eu des efforts de fait, il faut le dire, pour essayer de mettre à l'abri un certain nombre de nos compatriotes ou de celles et ceux qui partagent la communauté française, et on peut en être fier aussi d'une certaine manière. Après, il y a eu toujours des laissés pour compte, ça c'est indéniable, mais quand même, il y a eu le souci des pouvoirs publics, je ne suis pas là pour être leur porte-parole du tout, d'être dans une forte attention vis-à-vis des plus précaires, je trouve.
On va remercier Marie-Apolline Barbara d'être venue nous présenter cette étude. Deux précisions que je ne vous ai pas données. D'abord, nous n'avons pas de masque, mais simplement parce que nous sommes à distance respective, à distance sanitaire. Voilà, donc je n'ai pas donné cette précision dès le départ, mais évidemment on se déplace ici avec des masques. Et puis deuxième précision importante, vous pouvez interagir avec nous, poser toutes vos questions jusqu'à 10h40 sur cet échange, et évidemment je transmettrai ces questions à Arnaud Richard et à Cynthia Fleury. On va, avant d'entamer l'échange avec l'un et l'autre, regarder ensemble ce film de 5 minutes, réalisé par l'UNAFO auprès de quelques-uns de ses adhérents qui témoignent de la façon dont ils ont vécu et vivent encore aujourd'hui cette crise sanitaire. On en parle après, vous verrez, il y a beaucoup de choses sans doute à en retirer. Regardez. Merci Marie-Pauline. Merci à vous. Au niveau de l'organisation, nous, on ne pouvait pas se permettre de fermer. Sur 200 places, on a 120 mineurs non accompagnés. On a essayé de faire en sorte qu'ici, ça soit une grosse colo pour dédramatiser le truc, autant pour nous-mêmes que pour les jeunes. Mais en même temps, il fallait qu'on parle virus, il fallait qu'on les mette en garde contre ce qui se passait à l'extérieur. Ce qu'on leur a dit, c'est ici, ça doit être une forteresse. L'utilité sociale du logement accompagné, les jeunes qu'on a là, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait si on n'avait pas été présent et vraiment dans l'accompagnement, mais du matin jusqu'au soir, et l'accompagnement à tout point de vue, même psychologique. Le Covid, mais ça a été une opportunité. Le fait de vivre avec eux, on a vu tout ce qui ne fonctionnait pas dans le logement accompagné, ou plutôt tout ce qu'on n'avait pas fait, ou tout ce qu'on pensait faire et qu'on ne faisait pas. On pensait qu'on leur apprenait à faire une machine à laver, mais non. On pensait qu'on était vraiment proche d'eux. En fin de compte, on a vu qu'il y avait plein de questions. On a redécouvert, en fin de compte, notre métier du logement accompagné. Et maintenant, on est en train de monter des projets, on est en train de faire des ateliers, on a des gens qui sont beaucoup plus participatifs, on a des jeunes qui sont beaucoup plus présents, parce qu'en fin de compte, l'essentiel, c'est qu'on s'est recréé du lien, et un lien présent, toute couche du FJT confondu, de la directrice jusqu'à la personne qui fait les livraisons de repas. Ce confinement, ça a vraiment permis de retrouver un petit peu cet esprit de résident, cet esprit de collectif. Ce que je retiens aussi de cette période un peu folle, c'est que c'était intense, c'est que personne n'avait peur. Et tout le monde se sentait investi d'une espèce de mission. Et en même temps, on a développé notre capacité à communiquer vite et bien. On ne savait plus comment faire. Est-ce qu'on doit se parler? Est-ce que c'est une panique ou une peur, ou bien on doit obéir ou pas? On a hésité longtemps, et puis après, bon, pas longtemps, mais après, au fur et à mesure, on sentait que ça devenait sérieux, parce qu'il y a les affiches partout. Il fallait absolument réduire le risque de contaminer les autres personnes, quoi. On s'adapte, quoi. On s'adapte difficilement, mais on s'adapte. On aimerait revenir comme avant, parce que toute cette convivialité qu'on avait dans les salles collectives, tout ça, ben on ne l'a plus. C'est-à-dire qu'on limite le nombre de personnes présentes dans les salles. Il faut se battre pour que les gens aient des masques. Une chose aussi importante, c'est la fracture numérique. Parce que c'est bien beau de tout mettre sur un ordinateur, mais nous, là, les exemples ne sont pas du tout informatisés. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une réelle fracture numérique là-dessus. Et puis, il a fallu en effet sortir un petit peu sortir tout simplement de notre fiche de poste pour être au plus près des résidents et pour aller veiller, en fait, veiller à ce que tout le monde aille bien. Ça ne nous a pas empêché non plus de faire quand même des séjours cette année, hein. Sauf qu'on fait des séjours par demi-groupe. On essaye quand même de garder un peu ce lien au travers des activités qu'on faisait. Dans un premier temps, c'est qu'il y a un groupe WhatsApp qui s'est créé. Donc là, il y avait tous les salariés, la direction, ce qui a permis en tout cas de favoriser, faciliter les informations. Cette pandémie, en fait, nous dit qu'on gère au quotidien et qu'on a peu de perspectives, même si on continue à avoir des projets, mais c'est des projets masqués. Le confinement est vraiment venu, encore une fois, bousculer les habitudes et comment relativiser et comment, à un moment donné, accepter la situation. Pour nous, la priorité, elle a été sur plusieurs registres. Dans un premier temps, elle a été sanitaire. Donc bien faire le lien avec les médecins, les infirmiers sur l'état de santé de nos résidents. Et puis elle a été aussi alimentaire, parce qu'on s'est retrouvé dans une zone où plus aucun commerce n'était ouvert.
Donc il a bien fallu ravitailler nos résidents. Et il y a eu une association, et on m'a ramené jusqu'à la porte des commissions. Des pommes de terre, de l'huile, du café, beaucoup de bien, ça aide quand même. Ces colis de confinement, le but, c'était de rendre possible le confinement des personnes fragiles. On a réalisé ces colis avec un protocole d'hygiène qui limitait les risques de contamination. Et au-delà de l'alimentaire, il y avait du gel hydroalcoolique et un rappel du message. C'est-à-dire qu'au moment de livrer le colis, restez chez vous, comment ça va, et ça a permis de montrer du soutien aux résidents. C'est le fait qu'il fallait une présence quotidienne réelle sur les sites, avec la possibilité que l'on vienne nous rencontrer et qu'on en aille rencontrer les personnes. Ça allait de les attestations imprimées pour sortir, etc. Plein de choses. Donc, en fait, on a été, je dirais, un peu bousculé au début, comme tout le monde, bien entendu, mais pas tant que ça. Et ça nous a permis, finalement, de développer plus encore ce que j'évoquais par rapport au CARE, qui est lié à notre cœur de métier, de le développer plus encore. Alors, ça a pris la forme de colis alimentaires qui étaient apportés, mais du coup, les portes s'ouvraient. Ce qu'on retient en fait de cette expérience, qui continue malheureusement, c'est une réelle solidarité au sein du territoire dans un premier temps, et également une réelle solidarité et un professionnalisme de l'association LOTRA pour répondre à ce genre de crise. Voilà, on va raccrocher plein de choses à ce film qui est vraiment, je trouve, formidable. Alors, effectivement, il faut préciser qu'il a été enregistré ces dernières semaines et pas pendant la période de confinement. Je pense que les témoignages n'auraient peut-être pas été les mêmes. Mais moi, je trouve, en tout cas, au premier visionnage, je me suis dit, c'est quand même incroyablement optimiste comme film, non ? Vous ne trouvez pas ? Je crois que les travailleurs sociaux, en règle générale, le monde du travail social est optimiste et volontaire. Hein, donc ça, c'est peut-être pas obligatoirement l'appréciation de tout le monde, mais c'est la mienne en tout cas, et engagé. Donc regardant l'avenir et puis capable de faire face, ça a été dit, et faire front. La difficulté que peut avoir notre univers, c'est de la difficulté d'expliquer ce que l'on apporte à la société française. Là-dessus, on n'est pas bon, hein, je le dis, on est entre nous un peu, je salue tous celles et ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que nous, on est quand même avant le logement social. Pour les gens qui, en Ile-de-France ou dans les zones tendues, n'ont pas accès au logement social, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ou y auront accès demain. Et cette force-là du logement accompagné, elle n'est pas assez reconnue par les pouvoirs publics. Je le dis, je le dis en permanence à la ministre. On y reviendra. Pas assez reconnue. Et dans cette crise, on a bien vu son importance. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vous confie les personnes les plus fragiles, qui sont peut-être un peu moins fragiles que ceux qui sont à la rue, certes. Et on voit bien qu'il y a un apport énorme du logement accompagné et du travail social qui est réalisé. Un apport énorme, qui n'est pas assez reconnu là par l'ensemble des acteurs, parce que, et c'est la force de l'UNAFO de le mettre en lumière, le logement accompagné quand même n'est pas connu par les pouvoirs publics et pas connu par les collectivités locales comme peut l'être le logement social. Alors qu'il a, je pense, une fonction, et on l'a vu encore plus dans la crise, éminemment importante. Alors on y reviendra tout à l'heure sur cette valorisation. Juste la première phrase, une des premières phrases, c'est « le Covid a été une opportunité ». Est-ce que vous l'avez vécu comme ça ? Oui. C'est dramatique de le dire, que je parlais de belle aventure humaine. Chose malheur et bon, comme voilà, exactement. Mais ça a été une aventure collective où beaucoup de solidarité dans l'entreprise associative de Coalia. Il y a vraiment... Et ça, je crois que même si chacun a pu souffrir dans sa chair, dans les difficultés, et que la vie est difficile aujourd'hui, on a connu quand même un moment très fort, où chacun est obligé de se réinventer, de réfléchir au travail qui était le sien, de pourquoi il le faisait, de comment il le faisait, du rapport avec les personnes accompagnées. Vous voyez, un de nos collègues disait « comment ça va ?» Mais ça, dans le travail social, on est souvent dans de l'accompagnement administratif, des galères de papier, de contraintes diverses et variées. Là, on était vraiment revenu à l'humain, à l'humain et au plus fort de l'humain, ce qui est vraiment la personne, comment vas-tu ? Et ça, c'est très fort, je trouve. Je ne sais pas si on a essayé de faire des retextes, c'est compliqué de faire des retextes parce qu'on est toujours dans la crise. Mais le recul qu'on a là-dessus, c'est que le travail social aura certainement progressé avec cette crise, très certainement. Juste, Cynthia, sur ce que vient de dire Arnaud à l'instant, je l'appelle Arnaud. Je vous en prie. J'en prie, Jérôme. Sur cette aventure humaine, ça, vous qui avez été en contact avec des soignants aussi pendant la première vague, au-delà des souffrances et de la difficulté, de la non-protection, etc., c'est comme ça aussi qu'ils l'ont vécu ?
Oui, en tout cas dans les services d'urgence, les services hospitaliers, ce qui est remonté, c'est pareil, hein, c'est un discours assez semblable, le sens du métier qui était devant le rationalisme gestionnaire, pour la faire courte. Ouais. Donc tout d'un coup, l'utilité, le sentiment, pas que le sentiment, l'utilité sociale, donc qui est absolument déterminant. Donc c'est le fait aussi, et c'est ce qui a été dit, de se libérer de protocoles qui sont jugés en fait obsolètes, inutiles. Et donc les situations d'exception, les situations de crise permettent de faire un peu une tabula rasa de cela, ouais, et de remettre l'efficace sur des circuits courts, et qui en fait, ces circuits courts reposent très souvent sur plus de décentralisation, plus d'initiatives, plus de responsabilité énormément d'engagement, donc c'est vrai que c'est également très fatigant, mais les soignants, voilà, on dit à quel point tout d'un coup, voilà, c'était la vocation, c'était ce métier-là, c'était l'éthos du soignant. Ils ont retrouvé leur métier. Ils ont retrouvé leur métier, ils ont retrouvé le sens du métier. Ouais. Comment l'engagement était aussi protecteur, comment le sentiment, donc ça c'est un tout petit peu différent, le sentiment d'utilité sociale est protecteur, produit de la résilience collective, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est très fatigant, mais on se sent réassuré, restauré par justement ce qu'on fait, parce que c'est efficace, parce que ça marche. Ce qu'on appelle également la générativité du vulnérable, c'est-à-dire en gros, dans une situation inédite avec des points de vulnérabilité, on innove. Pourquoi ? Parce que c'est de l'hyper-contrainte, donc on est dans une obligation de ce qui a été dit par Arnaud, de réinvention, d'invention. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on est confronté à cette hyper-contrainte, on a même un peu peur, on est un peu sidéré, et puis il y a un phénomène de solidarité éventuellement qui se met en place, quand il y a un ethos, hein, parce qu'il ne faut pas croire que la solidarité est spontanée en moment, inédit, exceptionnel. Non, il faut qu'il y ait précisément une culture préexistante à ce moment inédit pour qu'il y ait tout d'un coup un processus, résilient mis en place. Et puis dernier point, la question de la fracture numérique, parce que ça c'est un point, oui, il va falloir quand même le traiter, parce que nous avons traversé ce moment relativement aisément, entre guillemets, encore une fois, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Pourquoi ? Parce que le confinement était connecté. C'est un confinement 3.0. Mais voilà, ça veut dire que, résultat, quand il y a une fracture numérique, elle est double. Elle est exacerbée. Elle est exacerbée. Et que donc il faut former, non seulement tous ceux qui aident, mais tous ceux qui sont les récepteurs, entre guillemets, de cette aide. Et ce n'est pas dans une situation de grande précarisation et de grande vulnérabilité que soudainement vous allez vous former au numérique. C'est pas vrai, ça se fait en amont, et donc il faut le faire en amont, et je le dis aussi pour les soignants bien sûr, mais pour les enseignants. Les enseignants, nous, les enseignants du supérieur, on était extrêmement prêts parce que ça fait partie de notre ethos. Au Conservatoire national des arts et métiers, on fait ça depuis très longtemps. Bon, voilà, c'est une chance. Ce n'est pas du tout le cas pour les petites classes, ce n'est pas du tout le cas pour le collège, le lycée. Or, il va falloir que ça devienne aussi le cas, sinon les inégalités scolaires vont se renforcer de façon considérable. Sur la fracture numérique, un mot Nous, on appelle les pouvoirs publics à lancer un plan de formation et d'accompagnement de l'ensemble du travail social sur le numérique, parce que c'est le gage d'un peu plus d'efficacité, ce qui ne retire rien évidemment à la proximité, à l'humanité. La question ne se pose pas, mais non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Et donc il y a là-dessus un retard. Nous, on était plutôt pas trop en retard, même si donc ça a été assez utile, très utile, ne serait-ce que pour faire tourner la maison Coalia, avec des applications où, et puis garder le lien. Voilà, et garder le lien, et maintenant on arrive bien à travailler avec. Je crois que là, il y a une attente du travail social, d'accompagnement des pouvoirs publics là-dessus. Après, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on arrivait un peu à casser quand même le drame français qui est celui du tuyau d'orgue, où les administrations ne se parlent pas, les unes à côté des autres. Là, quand même, la chance de la crise, c'est que tout le monde est un peu obligé de se parler. Vous avez eu le sentiment d'avoir été soutenu par les représentants de l'État dans l'ensemble. Oui. Soutenu et entendu. Alors nous, on est peut-être privilégiés parce qu'on avait un call avec le ministre Julien de Normandie et puis Emmanuel Macron maintenant
toutes les semaines, un certain nombre d'associations où on passait les messages avec la FAS et l'UNAFO évidemment, et les autres organisations professionnelles. On a été entendus, oui je crois. On a été entendus quand il s'agit de créer un cahier des charges pour des centres d'hébergement spécialisés pour le Covid, ou avec quelle était la mission qu'on était capable de retenir, parce que nous ne sommes pas des soignants, pour autant il y a une mission qui était... Pas de soins, mais de pré-soins, en veillant les personnes, avec un cahier des charges extrêmement strict. Je crois que là, les pouvoirs publics ont plutôt été volontaristes. Après, on a été entendu quand il s'agit d'alerter sur l'inquiétude qui était la nôtre quant à ce qui pouvait se passer dans les foyers de travailleurs migrants, les FTM, pour lesquels, vous le savez, on a une densité de population très élevée, historique, sociologique. Et donc on a très fortement alerté les pouvoirs publics. Et donc ça veut dire que l'ARS, qui, je pense, avait un peu oublié cette population, a été, en Ile-de-France en particulier, très à l'écoute. Et l'est toujours. Et ça, c'est plutôt très satisfaisant. Et se rend compte que peut-être, alors Cynthia a évoqué de savoir ce qu'est la santé exactement, se rend compte que face à ce public qui est dans le droit commun, il faut peut-être qu'il y ait une politique particulière, qu'il y a eu par le passé vis-à-vis de certaines maladies, qui n'y a plus trop, et sur lequel il faut que les pouvoirs publics réengagent une volonté. Voilà. Donc le tuyau d'orgue à la française a été sacrément mis à mal, et ça c'est bien. Ça joue en harmonie. Je trouve. Voilà. Je trouve, avec le souci quand même de l'État d'être à l'écoute de ce qui se passait sur les territoires, de résoudre des problèmes, de s'assurer qu'il y avait le souci du pragmatisme, les circulaires quand même les dernières. Mais j'ai l'impression d'être défenseur de l'État. Dans mon propos, j'en suis désolé. Hein. Mais j'assume aussi le fait de dire que même si l'État ne fait pas tout bien, il a fait plein d'erreurs, si ce n'est, j'aurais pu utiliser d'autres mots dans cette crise et au début de la crise, quand même l'État est là. Et je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut taper dessus. C'est un peu facile. Certes, il peut faire mieux, il peut faire plus, mais il y avait quand même cette volonté d'accompagner les acteurs et d'être au rendez-vous pour les plus précaires. Voilà. Après, ils restent très nombreux, ils sont encore plus nombreux. D'aucuns n'étaient pas précaires avant la crise, le deviennent. Et c'est face à ces publics qui vont arriver dans la précarité, qui, il y a encore un an, pouvaient avoir une situation normale, un appartement, et puis tout d'un coup vont tomber dans la trappe de la précarité. Et là, il faut qu'on soit capable de trouver des réponses rapides et ne pas faire comme le fait trop mal la France, c'est-à-dire d'attendre que les personnes soient au fond du trou avant d'aller les rechercher, en considérant que d'autres vont plus mal qu'eux et doivent être aidés dans un premier temps. Donc ça c'est une difficulté parce qu'on va avoir, c'est la suite on va en parler après, voilà, de cette crise, c'est l'arrivée dans la grande précarité de publics qui ne savaient même pas que ça pouvait exister. On a des questions bien sûr et puis aussi des réactions. Merci aux services dédiés au nettoyage et à l'hygiène qui se sont également adaptés et qui continuent à le faire. Bravo aux agents d'entretien quotidien qui ont un rôle central dans les établissements en cette période bien sûr. Pouvez-vous revenir sur la notion de l'utilité sociale du logement accompagné ? Alors oui, moi je veux bien. Je pense qu'elle n'est pas reconnue par les pouvoirs publics à la hauteur de ce qu'elle est. Peut-être que, et on l'évoque, on l'a déjà évoqué à l'UNIOPS avec Jean-Paul Vaillant, avec Arnaud et avec Gilles Desrumeaux il y a quelques temps, les assos qui sont dans le logement accompagné ne sont, à mon avis, pas assez capables de quantifier l'apport qu'est le nôtre. Voilà. Je schématise, on nous confie, on a comme clients, parce qu'il faut appeler les clients dans le logement accompagné, j'exagère le mot, je fais ça un peu exprès pour choquer, mais bon, les travailleurs sociaux ne m'en voudront pas. Je crois qu'on leur doit beaucoup, et cet accompagnement-là, c'est une grande chance pour la société française. Donc, certes, les sites existent, les bâtiments sont là, mais le soutien avec le nombre de travailleurs sociaux qu'on peut avoir dans ces résidences, à mon avis, n'est pas suffisant. Donc, la GLS, qui est bien connue par tous les acteurs, doit être plus importante parce que quand vous avez des résidences sociales ou des foyers de travailleurs migrants avec 300 personnes, vous ne pouvez pas avoir juste un demi ou un ETP de travailleur social. Ce n'est pas tenable. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait là des moyens. Ça permettra de se reposer des questions qu'on a un peu oubliées par le passé, récemment sur la santé et avec potentiellement des foyers de développement de maladies lourdes sur lesquels il faut qu'on se repenche. Voilà. Donc je crois que le logement accompagné, et c'est le travail que fait l'UNAFO, doit être très fier de ce qu'il fait.
doit le réaffirmer et puis doit être capable aussi de le quantifier. Voilà. Ce qui n'est pas toujours la force du travail social, je vous l'accorde. C'est vrai, mais pour autant, c'est une vraie chance pour la société française que le secteur existe. Et je me permets de vous rappeler, excusez-moi Cynthia, je prends beaucoup la parole, mais que c'est un secteur dont les personnes doivent sortir. Ils doivent progresser, aller vers le logement social, aller vers le logement libre. Voilà. Donc il y a un turnover beaucoup plus élevé en Ile-de-France, par exemple, que dans le logement social, ou à peu près équivalent. Et ça, c'est une chance pour la société française. Les métiers de l'accompagnement social, médico-social, les aides à domicile, ceux qui entretiennent le lien solidaire, pourquoi sont-ils si invisibles ? Et puis je voudrais faire... Oui, mais bien sûr. Alors, vous voulez répondre dans un premier temps, Arnaud ? Oui, je réponds dans un premier temps, mais la question de l'invisibilité, elle est bien évidemment déterminante. Je voulais dire deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, dans les logements accompagnés, pourquoi il y a une forme aussi de double peine, hélas, avec la Covid, c'est, vous savez que ce qui a posé problème, et ce qui pose problème dans la Covid, c'est la comorbidité. Donc c'est la chronicité mêlée effectivement à cet infectieux. Et or, dans les populations, c'est vrai que du logement accompagné, les plus vulnérables, souvent il y a aussi des indices forts de comorbidité. Donc que les protocoles là de soins se mettent en place en prévention et soient extraordinairement présents, c'est déterminant pour ne pas, parce que de fait ce sont des personnes à risque plus fort. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'evidence-based, donc le fait de venir prouver l'efficace de quelque chose. On a le même problème, nous, quand on défend les humanités dans le soin, c'est que oui, aujourd'hui, on doit prouver, quantifier, mesurer, de la même façon qu'il y a de l'evidence-based medicine, il faut qu'il y ait de l'evidence-based humanities, en bon français. Donc il faut aller tout simplement inventer des indicateurs, montrer, travailler sur des modélisations. Voilà, c'est je dirais une montée en compétences, mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on va généraliser des process qui ont leur valeur, qui ont leur nécessité, qui sont très très importants dans la résilience collective. Avant, peut-être Cynthia voulait répondre à votre question, mais sur les indicateurs, la difficulté qu'on a souvent, c'est... Alors ils existent parce que l'UNAFO a fait un travail avec 120 indicateurs, ce qui est beaucoup. Pour être honnête, la difficulté, c'est les systèmes d'information. Donc quand on parlait de la fracture numérique, nos associations, elles ne sont pas toujours à peu près au niveau en termes de système d'information. Il y a un investissement à faire pour être capable de prouver avec des indicateurs qui soient partagés par tous. Voilà. Mais donc ça, c'est un enjeu tout à fait considérable. Et puis sur la question de l'invisibilité, c'est comme ça, effectivement. Alors ça a toute une histoire. On ne va pas refaire toute l'historiographie ici. Sur la féminisation notamment de ce métier. Voilà, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un phénomène qui a été bien montré, notamment par Joan Tronto, et puis quantité d'autres, qui est une philosophe spécialiste de ces questions-là, et qui a montré comment nous avions d'abord naturalisé le soin. Si on naturalise le soin, on le féminise. Quand on le féminise, on le dévalorise, sociologiquement, culturellement, etc. Et généralement, on le dévalorise, on le démonétarise, voire même on le rend gratuit puisqu'il est naturel. Et donc, on a tout ce phénomène qu'on connaît bien et d'invisibilisation, alors même qu'une société tient de façon matricielle par le soin. Et c'est à la fois montré par les grands théoriciens de l'évolution que nous sommes la première espèce la plus sophistiquée en matière de soins. D'abord parce qu'un bébé, ça n'existe pas, comme dirait Winnicott. Il faut nécessairement un être humain derrière pour l'accompagner. Et on se rend compte que non seulement l'accompagnement, il est dans les premiers 1000 jours, etc., mais en fait, il est tout au long de la vie. Nous sommes une espèce sociale qui se nourrit terriblement des interactions de qualité sociale. Donc ce soin, alors qu'il est absolument déterminant, il est invisibilisé précisément parce que sans doute que si on le payait à son prix fort, on le paierait très très cher aussi. Je fais une parenthèse, il n'y a pas eu d'applaudissements pendant ce deuxième confinement. Non, il n'y a pas eu d'applaudissements. Alors avec malgré tout une polémique autour du problème de ce que Axel Honneth appelle la reconnaissance falsifiée, c'est-à-dire Axel Honneth, c'est un grand aussi sociologue, théoricien qui a écrit un merveilleux livre terrible, au titre terrible, s'appelle La société du mépris, et qui est un des premiers à avoir vraiment pointé aussi la question de l'invisibilité sociale comme nouvelle formule de la disqualification sociale. Il y a la stigmatisation, mais il y a aussi
indépendamment de la stigmatisation, il y a quelque chose qui est de rendre invisible autrui. Bon, de rendre invisible autrui, et donc, et puis de le rendre invisible aussi par, certes, à un moment donné, on applaudit, on le porte au nu, mais derrière, ça ne suit pas, parce que, et donc on fait ce qu'Axel Honneth appelle de la reconnaissance falsifiée, c'est-à-dire qu'elle ne se traduit pas par des mesures plus matérielles, ce qui est également important. Et donc, une grande partie des soignants ont dit on ne veut pas des applaudissements, on veut être reconnu, une valorisation salariale, tout simplement, et à juste titre. Je crois qu'il y a une question, je n'ai pas bien compris. Quelle valeur, quelle reconnaissance de la délégation de service d'État? Je ne vois pas bien ce que voulait dire la personne qui a écrit ça dans le chat, mais en tout cas, l'univers du logement social, du logement accompagné dont on parle aujourd'hui, des politiques sociales, est opérateur de politique publique. Donc est-ce que ça veut dire reconnaissance des services de l'État? Oui, je crois qu'on est très reconnu par les services de l'État quand même. Ça, indéniablement. Je voudrais lire cette phrase que je trouve absolument terrible, que vous avez écrite en juin 2018, Cynthia, dans une revue qui s'appelle Soins. Vous avez dit « Il est tout à fait scandaleux que le CARE et ses agents, autrement dit tous ceux qui proposent des soins pour rendre plus capacitaires ceux qui sont définis comme vulnérables par la société, soient à ce point déconsidérés, peu rémunérés, voire marginalisés comme le sont ceux auxquels ils portent leurs soins. » C'est terrible cette phrase quand même. Oui, mais c'est réel, mais c'est hélas vrai. En tout cas, c'est ce que raconte de manière argumentée et pas plaintive les aides à domicile, tous ceux qui vont précisément aider les plus vulnérables. Très souvent, ils disent c'est très simple, on est frappé de la même stigmatisation. C'est-à-dire parce qu'on s'occupe des plus vulnérables, à un moment donné, on devient soi-même identifié comme astigmatisé. Donc, alors qu'encore une fois, on l'a dit, ce sont des métiers essentiels qui tiennent la société. Et puis, nous avons en partage, c'est une chose délicate, mais la vulnérabilité, alors la vulnérabilité ontologique au sens où nous allons tous mourir, très bien. Bon, ça, on a repris conscience de cette vulnérabilité-là, je crois. Un petit peu, malgré tout. Mais on voit bien que tout change selon les vulnérabilités sociales qui sont les nôtres. Et ces vulnérabilités sociales, elles viennent renforcer de manière très forte ces vulnérabilités inaugurales. Et donc tout l'enjeu, c'est de voir comment collectivement nous pouvons amenuiser, entre guillemets, ces vulnérabilités sociales. Faudrait-il que la conscientisation qu'il y a eu pendant cette période de l'importance de leur métier soit durable, André Richard? Oui, et puis qu'elle génère des propositions derrière des pouvoirs publics. Moi, je pense qu'une erreur qu'a faite l'État, et je ne sais même plus quel gouvernement l'a fait pour tout vous dire, c'était de mettre à mal les emplois aidés, par exemple, terriblement à mal, qui sont un piédestal, une marche qui permet à beaucoup d'hommes et de femmes dans notre pays et qui ont permis d'intégrer le marché de l'emploi avec un soutien des pouvoirs publics. Je crois que ça a été une erreur monumentale. J'espère que les pouvoirs publics reviendront sur cette erreur. Je ne sais plus qui l'a faite, mais enfin bon. Après, mettre à mal le tuyau d'orgue, ça c'est une obligation. Il faut que les pouvoirs publics se parlent, il faut qu'il y ait de la transversalité dans l'État, localement, nationalement. On en a eu pendant cette crise. Après, la reconnaissance, il faut aussi qu'elle soit sur la formation, sur les salaires, sur les statuts, ça c'est indéniable. Là-dessus, il y a eu quelques avancées avec le Ségur, mais pas pour tout le monde, et puis compliqué à mettre en œuvre. Mais vous dites que la revalorisation économique et politique de la solidarité, c'est une condition de la résilience, Cynthia. Une obligation, une obligation. Condition de résilience, c'est déterminant. C'est déterminant parce que le pays, quand même, va pas super bien économiquement, c'est peu de le dire. Il va bien falloir reconstruire, redonner de l'impulsion, et l'impulsion, elle va partir, je pense, de cette énergie qui a été développée par les acteurs associatifs, par les acteurs du social, par les acteurs de la santé pendant cette crise. C'est-à-dire qu'on considère le CARE comme un investissement et plus comme un coût. Évidemment, heureusement. Ça, c'est l'enjeu, ça serait l'enjeu. C'est un investissement. Oui, tout à fait. C'est un investissement. Je voudrais qu'on revienne sur les conséquences aussi pour les personnes et comment vous les avez accompagnées pendant cette période. On a fait une large parenthèse. Est-ce que l'implication, Cynthia, d'une règle commune générale, finalement, alors que les cas des personnes sont extrêmement différents, a renforcé énormément les vulnérabilités? Oui, hélas. C'est jamais agréable de se rendre compte de cette vérité très aristotélicienne, qui est, puis bien sûr, vue aussi par l'éthique. C'est que Aristote disait, voilà, l'égalité se pratique entre égaux.
Bon, ben voilà, donc on a l'impression que c'est une tautologie, mais ça veut dire que de fait, à partir du moment où on veut instaurer une norme commune, on va se heurter à la réalité endogène, et la réalité endogène, elle est très très plurielle, très diversifiée, et donc oui, il faut des ajustements, il faut du dérogatoire, il faut de la jurisprudence, voilà, il faut de la souplesse, il faut de l'innovation. Alors bien sûr, après, vous avez le pendant de cela, parce qu'on est toujours dans des situations de moindre mal. Le pendant de cela, c'est que des quantités de personnes vont dire « Ah mais alors, lisibilité, ce n'est pas, on n'est plus dans l'égalité, puisqu'on est dans l'équité, etc. etc. Ce n'est pas compréhensible, c'est injuste, bref. Et donc, on doit faire ce travail de communication, d'explication pour dire, mais non, on est dans précisément ce qui est juste, mais ce qui est juste, c'est de prendre aussi en considération la diversité des situations pour ne pas renforcer des vulnérabilités qui sont déjà préexistantes. Donc voilà, il n'y a jamais une solution, si vous voulez, qui se donne comme parfaite et exclusive. Et on a vu d'ailleurs, dans le premier confinement, voilà une première tentative du gouvernement qui a été plutôt celle de la norme. Et puis, dans le deuxième confinement, on a tout de suite posé des dérogations multiples, alors avec plus ou moins de succès, mais malgré tout, voilà, le gouvernement a entendu la nécessité de moduler les situations. Quels effets sur la santé mentale de certains résidents, Arnaud? Parce que la socialisation, vous le dites souvent, Cynthia, préserve aussi la santé mentale de certains de ces publics. Là, on les en a privés. Est-ce que vous le mesurez déjà ou ce sera plus tard? Non, là, je pense que ce serait difficile de répondre maintenant. La santé mentale n'était pas toujours très, très, très forte pour certains résidents, dans les pensions de famille, dans les résidences. Donc, ça sera demain, ça. Et là-dessus, il faut qu'on trouve des politiques nouvelles d'accompagnement psy. Le secteur de la psychologie en France est quand même assez mis à mal. Voilà. On a trouvé des formules avec un certain nombre de collègues, d'équipes mobiles psy, qui intervenaient dans des endroits où il n'y avait plus d'intervention de psy. Je pense que ça, c'est bien. C'est bien, il faut que là-dessus, il y ait une politique qui soit menée, de prévention. Et ça, c'est à l'État de le proposer. Et après, il faudra que le secteur mette en place des innovations. Mais ça, on est au rendez-vous. On voit bien qu'il y a eu des compensations pendant cette crise, de gens qui ont des personnes qui ont des situations terrifiantes. Et la crise arrivant, là, tout d'un coup, ça explose, quoi. Et si vous n'avez pas une équipe mobile psy qui soit capable rapidement d'intervenir, il ne s'agit pas qu'il y ait un psychologue dans chaque dispositif ou dans chaque résidence, mais une capacité d'agir vite, là où l'accompagnement est aujourd'hui quasiment inexistant vis-à-vis de ces publics qui souffrent traditionnellement et qui, là, dans cette crise, ont été face à, en plus, l'isolement, même si nos travailleurs sociaux ont tous essayé de casser cet isolement par l'usage de technologies, par des innovations d'accompagnement, mais il y a quand même une grande souffrance, et cette grande souffrance, c'est comme un ressort qui se tend, et cette énergie qui se tend de souffrance, il faut qu'on fasse très attention parce qu'elle va se libérer. Et là, je ne veux pas faire de la pub pour le bouquin de ma voisine, mais elle va se libérer. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'elle va se libérer avec de l'espoir, une dynamique, ou avec du ressentiment? Et c'est le propos qui est celui de Cynthia Fleury, qui est très intéressant. Je pense que même si on l'a peu abordé dans notre échange, il faut vraiment qu'on réfléchisse tous à ce ressort qui se tend, voilà, de cette crise, et cette énergie qui va se libérer à la sortie de la crise. Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Et moi, je suis plutôt très optimiste de nature. Simplement, il faut être capable de répondre à quelques situations. Le caractère tuyau d'orgue de la société française, il faut arriver à le casser. Voilà. Il faut arriver. Il faut que les gens se parlent, il faut que les administrations se parlent, il faut que les secteurs d'activité se parlent. Et puis, des sujets de base, on s'est quand même reposé la question de savoir comment les gens mangeaient. On se la pose déjà, évidemment, avec plein d'assos, mais là, il a fallu intervenir parce que les gens étaient en passe de mourir de faim dans certaines situations. La santé, évidemment, l'accompagnement psychologique. Vraiment, je pense que si, au sortir de cette crise, on est tous convaincus, peut-être pas tous, il y aura toujours des gens qui seront contre, mais que l'investissement social, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement, et ben ça sera déjà pas mal.
Vos cabinets de consultation seront beaucoup plus encombrés dans quelques mois qu'ils ne le sont sans doute maintenant, Cynthia? Ça, j'en sais rien. Les effets sur la santé mentale ne sont pas forcément immédiats. Les effets sur la santé mentale, ils sont tout à fait conséquents. Quand on interroge justement les professionnels du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, puisque la chaire de philosophie est non seulement rattachée au Conservatoire national des arts et métiers, mais également au GHU de Paris. Écoutez, oui, il y a plusieurs choses. Les pathologies, alors les pathologies lourdes avaient été, dans la première vague, avaient plutôt été protégées, comme s'il y avait un effet d'inédit, de sidération, qui comme ça avait créé un suspens. Mais en même temps, il y avait eu pas mal de ruptures de traitement, donc les professionnels étaient en alerte, en se disant, mon Dieu, dans la deuxième vague, il va se passer beaucoup de choses, puis il va se passer comme une conscientisation réelle, et puis il va y avoir aussi la réalité de la précarisation économique, sociale, qui va venir renforcer cela. Il faut savoir qu'hélas, nous sommes souvent, la psychiatrie reste un parent pauvre, malgré tout, de la santé publique. Pour une raison, elle est encore très stigmatisée, comme si elle ne faisait pas partie, comme si en gros ça ne faisait pas partie de la santé, si vous voulez, comme si on était fou, alors que bien évidemment la santé mentale, c'est l'autre partie du somatique, et donc cette autorisation à avoir une normalisation entre guillemets de rapport et à considérer que la prévention, c'est la prévention sur toutes les dimensions de la santé, y compris la santé mentale, ça va être aussi un point important. On est en train de basculer un tout petit peu plus là-dedans. Je rappelle juste que l'OMS a décrété que voilà, la première cause de maladie, comment dire, de chronicité et le grand mal du siècle, c'est la dépression. Donc ce n'est pas du tout une affaire qui ne concerne qu'un tout petit iota, c'est quelque chose qui est très très important et ça renvoie à de la déstigmatisation. Donc non seulement déjà dans les représentations mentales que nous nous faisons de la santé mentale, mais également dans les représentations politiques et puis également dans les investissements financiers pour ce secteur. Donc oui. Est-ce que le continuum avec les partenaires psychiatriques s'est fait pendant la crise? Psychiatrique, je ne sais pas. Psychologue, oui. Oui, avec quand même, il faut qu'il y ait une politique publique qui s'installe là-dessus. C'est indéniable. Mais est-ce que pendant le confinement, ça s'est bien passé ou pas? Oui, mais pendant le confinement, tout le monde a joué le jeu. Il y a un moment, tout le monde était volontaire, tout le monde avait ce sentiment de vouloir faire. Donc il n'y avait pas les mauvaises volontés, les habitudes, les corporatismes. Voilà. Tout le monde était de bonne volonté et avait envie de faire et de contribuer à la situation. Je crois qu'au-delà de la dimension psychologique, sur lesquelles il va falloir que les pouvoirs publics aient une réponse, indéniablement, il y a des sujets qu'on connaît. L'électronisme en est un. Il y a une question là-dessus, les outils numériques, pardon. Oui, les outils numériques. Le lien de la dimension collective au sein des logements. Encore faut-il que tout le monde en soit équipé, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a eu des groupes WhatsApp, oui, ça, indéniablement, SMS, mais n'oubliez pas que pour participer à un groupe WhatsApp, il faut savoir lire et écrire. C'est-à-dire, on oublie dans notre pays, et si on veut aller vers mettre à mal la fracture numérique, c'est très bien. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a un travail à faire sur l'illettrisme, parce que vous ne pouvez pas dire que le numérique va rendre les politiques sociales plus efficaces si celles et ceux qui en profitent et qui sont accompagnés ne savent pas lire et écrire, ce qui est un des tabous dans notre société. Là, on dit, en pension de famille, on entrevoit déjà des malaises, mal-être et peu de prise en charge possible par les services psychiatriques réduits par la crise sanitaire. Indéniablement, évidemment. L'ensemble de la chaîne du soin est tournée. Et Cynthia le disait, à l'hôpital, beaucoup de choses ont changé et tout est tourné, j'exagère un peu, vers le Covid. Alors évidemment, on va, au même titre que les pathologies qui ont été mal soignées, on va avoir des problématiques comme celle-là. C'est ce ressort dont je parle sur lequel il va falloir trouver des solutions à la sortie de la crise. Il y a eu cette phrase d'ailleurs pendant le film de cet intervenant, rendre le confinement des personnes fragiles possible. Sous-entendu comme si ça ne l'était pas en fait. C'est dur. Et oui, c'est dur parce que ça veut dire que le lien de proximité est difficile, il peut exister toujours, mais celles et ceux qui sont dans ces situations de précarité ont une forme d'enfermement, d'où la dépression dont parlait possible Cynthia. Si en plus on ne trouve pas des voies et moyens, au-delà de vivre et de survivre, et d'échapper à la maladie, de pouvoir avoir des espoirs, c'est vrai que c'est très compliqué, très compliqué. Mais là, je trouve que quand même, vu de ma fenêtre,
l'ensemble des travailleurs sociaux ont fait un travail remarquable. Oui, vous dites, parce qu'il y a une question, vous Remarquable. répondez directement aux questions, c'est bien Arnaud, quand vous dites Non, mais que les remarquable travailleurs sociaux sont reconnus. reconnu, moi je trouve, mais peut-être pas assez à leur goût. En tout cas, il faut qu'ils le soient plus demain. Et pour ça, il faut qu'on travaille, les indicateurs de l'UNAFO, c'est important, pour montrer à la société française que le travail qui est réalisé est un investissement. Voilà. Ce n'est pas de la dépense de fonctionnement, c'est de l'investissement pour l'avenir, la dépense sociale. Voilà. C'est important que chacun l'ait à l'esprit. Voilà. Comment les gens ont accepté la restriction et l'annulation parfois des actions collectives pendant cette période? Plutôt bien quand même si c'est insatisfaisant, que ce soit peu pour ceux qui les mettent en œuvre, pour ceux qui les partagent, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable d'être ensemble et de faire des choses. Mais il y a un moment, voilà, on a compris que tous qu'il fallait être capable de restreindre notre manière de vivre. Bon. Alors est-ce qu'on est tous en mode survie, d'une certaine manière un peu Il est temps que ça s'arrête pour reprendre une vie qui permette d'accompagner les plus fragiles dans leur situation, que ce soit les situations sociales, administratives ou de difficultés d'addiction ou de difficultés psychologiques. Sur la question du ressentiment, puisque c'est effectivement l'objet de votre dernier livre, Sigi la mer, guérir du ressentiment, qui est paru chez Gallimard, sur ce que soulignait Arnaud et sur les possibles effets dans les mois à venir, comment s'en prémunir en tout cas? Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? S'en prémunir, c'est vraiment ça. C'est-à-dire c'est l'éthique du care, c'est le fait de s'assurer de rendre durables nos protocoles coopératifs, de solidarité, de reconnaissance réelle, matérielle des uns et des autres. C'est un enjeu considérable parce que si traverser une crise, comme on vient de le dire, c'est souvent possible parce que l'inédit, parce que l'aventure humaine, parce que la volonté, tout simplement, l'engagement, la survie, etc. Mais ce qui se joue ensuite comme soutenable, comme durable, là, en revanche, on a besoin effectivement de l'accompagnement des politiques publiques, on a besoin de produire une culture commune, solidaire. Alors on a tout pour cela, vraiment. Mais en revanche, on a aussi c'est une vérité, des freins, pas des freins, mais des vents contraires qui sont ceux du libéralisme rationaliste, gestionnaire, etc. On en a vécu les 20 dernières années à peu près dans tous les niveaux. La concurrence effrénée, la rivalité mimétique, enfin bref, le monde d'aujourd'hui. Et c'est quand on a vu, vous avez tous vu comme ça partout dans le premier confinement, les appels au monde d'après. Bon ben voilà, maintenant il va falloir essayer de voir justement comment on va aller vers cette transition, certes écologique, etc., mais dans cette transition solidaire tout simplement de nos économies, puisque là demain, la question de la précarisation économique, de l'insécurité économique, sociale économique, oui, ce sont des conditions objectives de renforcement du ressentiment, oui. Ouais. C'est dangereux. Et c'est dangereux, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez modifié ou que vous allez modifier dans l'organisation et le fonctionnement de vos structures à Arnaud après cette période? Alors pas tout de suite, parce que vous êtes encore en confinement, mais l'année prochaine. Pas tout de suite, si, déjà. Indéniablement, il nous faut tirer les conséquences d'une certaine manière de cette crise et être capable d'avoir des organisations plus efficaces, plus rapides et plus transversales. Ça, c'est indéniable, j'en suis convaincu, et d'ailleurs on met en œuvre un certain nombre de choses à Coalia pour être plus dans l'efficacité et plus dans la transversalité. Ça, c'est indéniable. Et pour donner, je ne sais pas si le mot de reconnaissance, mais plus de moyens à nos collègues de l'exploitation pour qu'ils soient plus forts face aux politiques publiques qu'ils accompagnent. Ça, c'est indéniable. Après, ça met du temps, évidemment, les changements lourds, mais on a aussi profité de cette crise pour réfléchir à notre organisation et puis aux moyens d'être plus réactifs demain, pas simplement face à une crise, mais plus réactifs en règle générale. Après, le sujet de justifier notre utilité sociale pour faire des politiques sociales de l'investissement, je crois que c'est un travail collectif, c'est ce qu'on fait à l'UNAFO avec les collègues autour de Jean-Paul Vaillant, et ça c'est important parce que si on veut que l'État mette encore plus de moyens pour ces politiques publiques, il faut qu'on montre que
entre l'arrivée des personnes dans les logements accompagnés, quels qu'ils soient, hein, et leur évolution, parce que c'est un chemin, hein, il faut qu'on montre qu'on est capable, voilà, ce qu'on a fait. Et ça, la quantification, c'est pas très joli dans le travail social, mais il y a un moment, il faut assumer l'être capable de justifier de manière quantitative, qualitative évidemment. Je crois que dans cette crise, ce qui a été reconnu aussi, c'est il y a beaucoup de bénévoles dans le travail social. Je crois que les bénévoles, ils étaient pour la plupart rentrés chez eux, et c'est pas une critique, hein, je comprends tout à fait. Et je crois que les travailleurs sociaux professionnels ont été reconnus parce qu'ils étaient là, qu'ils ont fait face, et ça a montré quand même que le travail social, c'est de l'horlogerie, quoi. C'est vraiment un job de professionnel. Oui, moi, j'y suis très attaché. Je respecte beaucoup le bénévolat, hein, mais je suis très attaché au caractère professionnel du travail social. Voilà, ça ne s'invente pas, ça s'apprend, ça nécessite des personnes diplômées, parce que c'est un exercice compliqué et technique. Mais comment vous allez finalement redonner le souffle, l'envie aussi à vos équipes après cette période? On l'a dit tout à l'heure, ils ont retrouvé leur métier, le sens, se sont sentis investis d'une mission. Alors, après, il y a le contre-coup, quoi. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a imaginé faire des retex en pensant que c'était fini. Puis bon, il y a un moment où d'être pris par une deuxième vague. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on se re-questionne sur les métiers. Voilà. Et ça doit être fait par les organisations professionnelles, par les partenaires sociaux. Par les différents métiers, que ce soit intervenant dans l'action sociale, enfin voilà, tous les métiers du social doivent aussi se re-questionner sur le job qui est le leur. C'est important. C'est un processus qui prendra du temps. Hein. Ça prendra du temps parce que tout ça est assez fermé dans des carcans administratifs et de circulaires et de dispositifs. Je crois que si on arrive à revenir à la base de ce qu'est le travail social, et si on arrive à faire comprendre à nos compatriotes et à la société française que investir dans le social, c'est investir pour l'avenir, et que c'est bien, que ce n'est pas de la dépense, et que c'est de la dépense profitable, au même titre qu'on investit dans les énergies d'avenir, ou dans les nouvelles technologies, ou dans la projection dans l'espace. Voilà. C'est vraiment de l'investissement d'avenir. Voilà. Et c'est de la dépense qui, en fait, est plutôt profitable. Profitable aussi parce qu'elle permet d'agir par de la prévention et donc de la moindre dépense à moyen terme pour l'assurance maladie en particulier. Voilà. Et là-dessus, c'est un schéma qui doit pouvoir être vertueux. J'espère que la sortie de crise tournera vers cette orientation-là. On nous a dit en 2008, Cynthia Fleury, que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Tout est redevenu finalement comme avant. Quand est-ce qu'on saura finalement si les choses ont changé? Il faut attendre combien de temps? On saura ça, effectivement, c'est devant nous. Alors maintenant, comme il y a des phénomènes d'accélération quand même très forts de l'histoire, je ne vais pas dire que ça va se situer dans 10 ans, mais ça va se situer, oui, dans 3, 4, 5 ans. Ah oui. C'est là où on saura vraiment qu'est-ce qui a été paradigmatique. On a des intuitions un peu sur notamment des choses qui paraissent un peu comme ça, pas déterminantes, le téléprésentiel. Mais en fait, c'est très, très, très déterminant pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, parce que téléformation, télémédecine, téléenseignement, etc., télétravail, enfin bref, tout ça va rechanger totalement nos modes, nos usages, nos modes d'être, d'existence, de convivialité, de sociabilité. Donc ça, c'est très, très important. Qu'est-ce qu'on va faire avec la territorialisation, parce que oui, on peut reterritorialiser, mais on peut aussi délocaliser encore plus, donc ça va être des enjeux considérables. Je voulais dire un point sur la qualification nécessaire des travailleurs sociaux. Je vais prêcher pour ma maison, parce que c'est quand même une des grandes traditions du Conservatoire national des arts et métiers d'avoir formé. On a une chaire qui est dédiée au travail social, on accompagne vraiment avec des formations très qualitatives, à la fois dans le théorique, mais aussi dans le caractère technique applicatif. Et ça, c'est un enjeu considérable. Oui, ce sont des métiers importants, pas simplement dans le côté empathique, non, dans le côté compétence, technicité, demain ingénierie, demain justement penser des protocoles, se relier à la question du numérique. Tout ça, encore une fois, sont des métiers à valoriser et à accompagner en diplômant. Et donc, n'hésitez pas à venir vous diplômer chez nous, parce que je crois qu'on le fait
D'abord, c'est une de nos traditions, et puis on le fait vraiment avec cœur et sans cesse en se renouvelant. Donc moi j'ai beaucoup de... Et en plus on n'a pas tous conscience que le conservatoire, je vais faire encore plus de pub que Cynthia, est présent sur tout le territoire français. Oui. Oui, Donc, tout le monde pense que le conservatoire national c'est à Paris, dans le 3e arrondissement, je ne sais même plus quel arrondissement. Pas du tout, je crois qu'il y a 200 implantations en France et que cette tradition française des humanités, elle doit aussi ressortir grandie de cette crise. Une dernière question avant de conclure. Comment favoriser le vivre ensemble pendant et après le confinement? Cynthia. Ça, c'est compliqué. Hein. Vaste, Cynthia. Oui, j'en mets mes lunettes parce que... écoutez, déjà, sans doute en prenant conscience que c'est tout sauf spontané, en fait, ce vivre ensemble, c'est quelque chose qui demande du travail, et du travail social au sens large du terme. Mais ce n'est pas simplement pour faire une boutade, hein, c'est que, oui, ça demande de s'impliquer. Pourquoi? Parce que ça nous préserve de basculer dans le tout sécuritaire, ça nous préserve de basculer dans la violence. Voilà, nous savons que nous sommes dans des sociétés de grande défiance. Or, le premier, je dirais, le premier viatique de l'efficace, hein, il y a un véritable caractère opératoire de la confiance. La confiance, en fait, elle permet de faire quantité de choses. Et quand on n'a plus cette confiance, on est en danger, non seulement ressentimiste, mais de passage à l'acte beaucoup plus compliqué, d'hostilité, d'incitation à la haine, de repli. Et c'est quelque chose qui se paye individuellement et collectivement très cher. On va terminer sur une note optimiste. Qu'est-ce qui ressort grandi de cette période pour synthétiser vos pensées à l'un et à l'autre? Qui sort grandi, je pense que ce qui fait société sort grandi. Et les fondamentaux d'une société sortent grandis. C'est difficile et on voit bien que les sociétés en Europe, dans le monde, ne sont pas les mêmes. Le rapport au télétravail n'est pas le même, le rapport à la santé n'est pas le même, le rapport à la prévention n'est pas le même. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut... Et je suis plutôt très optimiste d'un tempérament, donc cette crise, elle doit nous permettre de faire évoluer la société française vers du mieux, vers du positif, en étant capable de tirer les conséquences de ce qu'on a mal fait, peut-être depuis 30-40 ans. Et ça, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui le disent, parce qu'une crise, ça doit aller vers du mieux derrière. Voilà. On n'est pas dans une guerre, vous avez raison, Cynthia, même certains l'ont dit, mais on doit sortir vers une énergie positive. Voilà. Où un certain nombre d'acteurs ou de secteurs qui n'étaient pas mis en exergue doivent être au premier plan. Voilà, au premier plan, parce qu'ils sont ce qui fait le fondement de la société française, dont on peut, pour certains aspects, être très fier quand même. Il ne faut pas non plus... et après, ce qui sort grandi, je crois que toutes celles et ceux qui se sont mobilisés dans cette crise sortent grandis. Ils sont épuisés, pour tout vous dire, ils sont crevés. Mais ils ont cette force intérieure de se dire que voilà, ils ont fait face et ils ont été au rendez-vous de l'engagement qui est le leur. Merci Arnaud. Cynthia, au mot de la fin. Oui, ce qui sort grandi, c'est aussi la conscientisation, j'espère, d'une vulnérabilité systémique, si vous voulez, c'est-à-dire le fait que voilà, nous avons produit une mondialisation extraordinairement dérégulée, nous avons fait sauter toutes les digues en pensant que c'était comme ça qu'on allait au contraire apaiser le monde. Il s'avère que non, il faut de la régulation et qu'une des grandes régulations, c'est des normes sociales hautes, des normes environnementales aussi hautes. Mais voilà, donc ce qui sort grandi, c'est que face à des failles systémiques, face à des grandes vulnérabilités, l'état social de droit, non seulement c'est une valeur, mais c'est un grand efficace. Sinon, on bascule dans des états d'exception, dits autoritaires. Moi, je ne suis pas du tout pour des gestions autoritaires de la pandémie. Je défends au contraire l'efficace de la démocratie, mais l'efficace de la démocratie, c'est l'état social de droit. Et donc, voilà, ce qui sort grandi, je pense, c'est un renouveau peut-être, malgré tout. On était dans un grand désenchantement démocratique. Je pense malgré tout qu'on a pu voir que non, les états sociaux de droit ont été au rendez-vous et sont au rendez-vous.
Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant Merci cet beaucoup. échange. Merci beaucoup Cynthia Merci d'être à vous. venue. Je rappelle deux de vos ouvrages, Le soin est un humanisme, paru chez Gallimard l'an dernier, et puis tout récemment, Si J. Lamer, L''AMER, Guérir du ressentiment, paru chez Gallimard, qui était encore en tête des essais il y a quelques jours, mais un gars qui s'appelle Barack Obama, je crois, est arrivé sur le marché du livre. Oui, ça va, et a bousculé ça un peu va les pas classements. durer, ça va Non, pas ça durer. va pas durer, qu'ils se tiennent. À suivre dans une minute maintenant, un dialogue avec Marine Janté, déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté. La semaine du logement accompagné continue donc pour l'UNAFO. Tout à l'heure à 11h15, 2 rendez-vous possibles pour vous auxquels vous pouvez vous inscrire, car vous pouvez évidemment toujours vous inscrire pour tous les rendez-vous de la semaine. Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, et puis Alain Chrisnart, le président du SAMU social de Paris, sur le thème la protection, l'hébergement et le logement des personnes en situation de précarité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 10h30 pour le débat autour de Utile Ensemble, la démarche initiée par l'USH. En plateau avec nous Emmanuel Cos, la nouvelle présidente de l'USH, ancienne ministre du Logement, Jean-Paul Vaillant, le président de l'UNAFO, et Olivier Rigaud, le directeur d'AMLI. Voilà. Merci à vous, passez une très bonne journée. À demain. Au revoir. Au revoir. Merci.